Fermeture de la ligne Ussel-Clermont-Ferrand en 2014. Fermeture de la section Objat-Saint-Thirier sur la ligne Brive-Limoges en 2018. Fermeture de la ligne Busseau-Felletin en 2025. Ça, c'est le bilan ferroviaire de ces dernières années en Limousin, et ça pourrait bien être que le début. À l'occasion du vote du budget de la région Nouvelle-Aquitaine, son président Alain Rousset a annoncé ne plus vouloir financer les travaux d'urgence sur les petites lignes, 15 millions d'euros que la région ne veut pas mettre pour obliger l'État à prendre ses responsabilités et mettre les moyens. Alors que dans le sud de la région, des lignes on peut réouvrir ces dernières années, pour le Limousin, depuis 20 ans, c'est l'hécatombe. J'ai trouvé cette carte qui traînait dans une gare le jour, donc c'est parfait parce que c'est une carte du réseau de la Nouvelle-Aquitaine. Ça va me permettre de vous montrer un peu ce qui s'est passé dans la région en termes d'ouverture et de fermeture de lignes ces dernières années. Voilà. Un feutre. Alors donc on va commencer par les réouvertures. Donc on a la LGV Paris-Bordeaux qui passe par Poitiers-Angoulême, hop, qui a ouvert entre Tours et Bordeaux en 2017. Ensuite on a évidemment là au sud la petite ligne Pau-Canfranc qui a réouvert entre Oloron et Bedoux là, hop, ici. Donc ça c'est super. Bon, il y a évidemment la future LGV Bordeaux-Toulouse, hein, dont la région compte mettre 1,5 milliard d'euros dessus. Mais ça on n'en parle pas, ça. Les fermetures, ça se passe plutôt de ce côté-là. Donc Guéret-Felletin, hein, le 31 août 2025, ça c'est réglé. Limoges-Angoulême, évidemment. Limoges-Angoulême, donc entre Saillat et Angoulême. Ils nous ont mis des petits pointillés, hein, mais il n'y a plus de train depuis 2018, ici aussi. Saint-Thirier-Objat, donc entre Limoges-Brive via Saint-Thirier, là il n'y a plus de train, pareil, il y a des petits pointillés, mais là c'est tout juste s'il y a des transports à la demande, il n'y a plus grand-chose. Ça c'est ce qui est sur la carte. Après, il y avait jusqu'en 2008 une ligne Montluçon qui passait par Évaux-les-Bains jusqu'à Égurande, hein, gare d'Égurande, qui n'est même pas sur la carte puisqu'elle est fermée depuis longtemps. Et par rapport à la gare d'Égurande, tout ce qui allait vers Clermont, là, par ici, là, c'est fermé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien là, il n'y a plus rien là, il n'y a plus rien. Ça, faut remercier Laurent Wauquiez, c'est lui, ça, qui n'a pas voulu. Donc globalement, par là, on se met assez bien. Hein. Par contre, ici, il y a quand même de quoi prendre un peu le seum. Hein. Et là, là c'est juste pour vous dire de soutenir mon travail sur Tipeee si vous en avez les moyens. Elle est vraiment bien cette carte. Elle est vraiment bien. Et pour les lignes encore en service, c'est surtout une question de survie. Entre Limoges et Ussel, c'est la signalisation qui pose problème. Elle doit être entièrement changée, ce problème est connu depuis de nombreuses années, mais toujours d'actualité. Entre Objat et Brive, c'est la voie qui est à bout de souffle, avec des trains obligés de circuler à 40 km/h par endroit. Entre Brive et Ussel, Limoges, Angoulême, Guéret, Montluçon, toutes ces lignes sont en réalité dans la même situation, un sous-investissement qui dure depuis trop longtemps, et à la moindre galère, la moindre intempérie, le moindre glissement de terrain, ce pourrait être la fermeture, en tout cas si aucun travaux d'urgence ne peut être engagé. C'est exactement ce qui s'est passé sur la ligne entre Limoges et Brive par Saint-Thirier. Le 28 février 2018, un glissement de terrain proche de la gare de Vignoles provoque l'arrêt des circulations. Des travaux d'urgence sont donc nécessaires pour assurer une réouverture, mais ils ne seront jamais engagés. Et depuis 8 ans, la ligne est fermée entre Saint-Thirier et Objat. Pour autant, les mobilisations continuent pour exiger la réouverture de cette ligne, et c'est à l'occasion d'un rassemblement le 17 décembre en gare de Vignoles-Saint-Saulve qu'on a pu questionner les gens sur ce qu'ils pensaient de ces annonces de la région. Ces interviews, c'est Benoît qui les a menées avec moi, et avec lui et d'autres, on anime l'émission Causons sur OpenFM. D'ailleurs, on a fait une émission sur ce sujet-là disponible en description. Je vous invite fortement à l'écouter en complément de cette vidéo. On a une très grande colère à exprimer. On veut s'adresser à M. Rousset en premier, parce que M. Rousset va de déclaration en déclaration, et là, dernièrement, il a déclaré qu'il ne financerait pas les 15 millions d'euros de travaux d'urgence qui vont nous permettre de maintenir l'exploitation des trains là où ils circulent encore dans le Limousin. Et ça, c'est absolument inadmissible. Est-ce que c'est du poker menteur? C'est à lui de voir. Si c'est du poker menteur, c'est quand même un peu dangereux de jouer à ce petit jeu-là, à mon avis, parce que ça peut se retourner, je ne dirais pas contre lui, mais contre les habitants et les territoires qui sont concernés. Si on est une
vision de l'avenir, une vraie vision de l'avenir, hein. Si on a des enfants, des petits-enfants, eh ben on se dit que oui, le train et les transports en commun, c'est quelque chose qu'on va devoir privilégier. On voit très bien que la volonté politique n'est pas derrière. Voilà. Parce que quand on a une volonté, la finance doit suivre. Il n'y a pas tortiller. On doit trouver ce qu'il faut pour répondre à l'aménagement du territoire par les transports ferroviaires ou les transports fluviaux. L'État ne prendra pas sa part parce qu'on ne finance pas. Donc je trouve qu'au contraire, il faudrait maintenir et le mettre en avant. Parce que c'est vital pour toute la région. En fait, voilà, entre le pessimisme et l'optimisme, moi je préfère qu'on soit actif, qu'on fasse. S'il n'y a pas la prise en compte de ce que je suis en train de vous dire dans les semaines et les mois qui viennent, je l'ai dit publiquement, je l'ai dit en commission, je le redirai à qui voudra l'entendre, oui, il y aura des nouvelles fermetures de lignes en Nouvelle-Aquitaine. Oui, il y aura des nouvelles fermetures de lignes. Ces lignes menacées par les annonces de la région, c'est ce qu'on appelle souvent les petites lignes ou encore les lignes de desserte fine du territoire, et qui en fait sont considérées comme non structurantes pour le réseau. Sur les fameuses lignes 7 à 9, vues de Paris, les petites lignes, Île-de-France c'est 24 km. Nous c'est 60% du réseau. Donc comme moi j'entends on abandonnerait des territoires, les lignes 7 à 9, c'est une immense majorité de notre réseau ferroviaire aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine. En France et en Europe, les voies ferrées sont toutes classées en fonction du nombre de tonnes qui roulent dessus. C'est ce qu'on appelle le classement UIC pour Union internationale des chemins de fer. Et donc ce classement il va jusqu'à 9, la première place est réservée au LGV, de 2 à 6 on a les lignes à fort trafic, et de 7 à 9 les lignes à faible trafic. Ce dernier groupe, il représente en France 44% du réseau, en Nouvelle-Aquitaine c'est 60% comme vient de le dire Renaud Lagrave, et en Limousin c'est en fait la quasi-totalité des lignes de train. Cette nomenclature, à la base, elle est uniquement prévue pour des questions de maintenance. Sauf que depuis de nombreuses années, en France, elle sert aussi de référence pour toutes les politiques publiques d'investissement dans le ferroviaire. Et c'est un problème parce que cette classification, elle prend uniquement en compte l'état de l'infrastructure, mais pas du tout son usage. C'est ce qu'explique cet article de la revue Transport Urbain sorti en 2018 et qui est particulièrement intéressant puisqu'il prend comme exemple la Nouvelle-Aquitaine. Et les exemples qu'il donne permettent de bien comprendre pourquoi le classement UIC ne permet en fait pas du tout de rendre compte de l'usage d'une ligne ou même de son potentiel. Tenez, prenez par exemple la ligne Limoges-Brive via Userche, située sur la POLT Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Cette ligne, elle est classée UIC 4, donc à fort trafic. Sauf que l'offre de TER est assez limitée et connaît tout juste 700 voyageurs par jour. Bon, ça c'est sans compter les intercités, mais ce qui nous intéresse ici, c'est les transports régionaux. A l'inverse, la ligne Bordeaux-Bergerac-Sarlat est principalement classée UIC 8 et 9. Et pourtant, elle connaît un trafic de l'ordre de 4000 voyageurs par jour. Donc deux réalités très différentes qui ne sont pas du tout représentées par ce classement UIC. C'est pourtant bien sur cette classification que se base une grosse partie des politiques françaises d'investissement sur le réseau ferré. Mais le problème est en réalité bien plus grand. C'est celui de la stratégie de maintenance et de développement du réseau ferré qui pose question. Le fait de ne pas avoir investi dans le ferroviaire ces dernières années, et notamment depuis le départ des lignes LGV, qui a vraiment amoindri les investissements sur le réseau classique, tout le monde le sait, on l'a dit, on l'a répété. Aujourd'hui, ça a coûté 64 milliards à la France. On sait très bien qu'à partir de cette analyse, le fait de ne pas investir, ça coûte plus cher que d'investir. Donc il faut qu'ils revoient leur copie sur tout ce qu'ils font. La France a fait le choix depuis une quarantaine d'années d'investir massivement sur le réseau à grande vitesse et les lignes à fort trafic, tout en abandonnant son réseau capillaire, pourtant le plus long d'Europe. Au lieu de progressivement renouveler les voies et moderniser les lignes, peu importe leur fréquentation, ces lignes ont vieilli, jusqu'à la situation critique qu'on connaît aujourd'hui. Et cette stratégie est largement perdante, puisqu'il faut maintenant mettre beaucoup d'argent sur des travaux d'urgence dès qu'un problème se présente, et des problèmes, il y en a beaucoup sur des lignes vieilles de 40 ans, voire parfois bien plus. Viens, je te montrer. Regarde ces rails, c'est intéressant techniquement. Ce rail,
du rail double champignon. Il est là à peu près depuis la construction de la ligne. La ligne est ouverte en 1875, je ne serais pas surpris qu'ils soient là depuis le début. Un coût qui donc aurait pu être évité si ces lignes avaient progressivement été renouvelées et modernisées, sans parler de l'amélioration du service que ça aurait forcément amené. Et aujourd'hui, que ce soit la région, la SNCF ou l'État, plus personne ne veut payer pour ces travaux d'urgence. D'où la question qui se pose ici, qui doit payer pour sauver les petites lignes ? Le réseau, il appartient à l'État. Le réseau, il est délégué à SNCF Réseau. On paye des péages pour faire circuler nos trains. Donc on joue notre rôle. Mais on n'a pas à financer le réseau. On l'a fait parce qu'on a été contraint, obligé, sinon ça fermait encore plus que ce que vous avez dit. Lui, c'est Renaud Lagrave, le monsieur TER de la région. Et ce qu'il dit est important, car tout part de là. Qui doit payer le réseau ferré ? La question est en théorie assez simple. Le réseau ferré appartient à l'État, c'est donc lui qui en a la charge. Mais ces dernières années, il se désengage de plus en plus de cette responsabilité et refile la patate chaude aux régions. Et si les régions ont bien la charge du matériel roulant, donc d'acheter les rames de TER, ou encore d'organiser le service des transports régionaux, elles n'ont absolument pas les moyens d'investir et d'entretenir le réseau ferré. Elles payent d'ailleurs déjà une partie de l'entretien de ces lignes via les péages versés à SNCF Réseau, péages qui d'ailleurs augmentent en 2026. Avec le contexte budgétaire de ces dernières années, les régions sont de plus en plus à l'os financièrement, chargées de pallier toujours plus au désengagement de l'État avec de moins en moins de moyens. C'est dans ce contexte de restrictions budgétaires que le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a donc décidé d'engager un bras de fer avec l'État en mettant en jeu la survie des petites lignes de la région. Un pari qui n'aurait pas lieu d'être si les gouvernements de ces 30 dernières années ne s'étaient pas tous acharnés sur l'ouverture à la concurrence du ferroviaire et le démantèlement progressif du service public de transport par le rail. Alors, petit retour en arrière des grandes décisions politiques qui nous ont amenés dans cette situation. Le premier coup est porté en 1997 par la droite et le gouvernement Juppé qui votent alors la séparation entre la SNCF et Réseau Ferré de France. Un premier jalon censé permettre l'arrivée de nouveaux opérateurs sur le réseau français. Le PS, alors dans l'opposition, vote contre cette loi. Pour autant, c'est sous le gouvernement Jospin et avec un ministre des Transports communiste que seront décidés les termes de l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire par lequel ils vont commencer. Dans le courant des années 2000, le fret ferroviaire est progressivement ouvert à la concurrence, tout en déclinant fortement pour ne représenter aujourd'hui que 10% du transport de marchandises en France, avec un État qui a carrément liquidé Fret SNCF, l'entreprise publique de la SNCF qui se charge de transporter des marchandises sur le rail. Et j'en dis pas plus là-dessus, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller la regarder. En 2014, une nouvelle réforme du ferroviaire est votée par le Parti socialiste sous le gouvernement de Valls et la présidence de François Hollande. Cette loi, elle inscrit la fameuse règle d'or censée interdire à la SNCF d'investir sur le réseau sans garantie de rentabilité. Une loi censée limiter l'endettement de la SNCF, mais qui a surtout renforcé le désengagement de la SNCF sur les petites lignes. Mais cette loi, ce qu'elle fait surtout, c'est porter un peu plus la charge du réseau ferré aux régions en leur permettant de faire des travaux sur l'infrastructure et en les obligeant aussi à racheter le matériel roulant à la SNCF. En 2018, nouvelle réforme du ferroviaire du gouvernement Philippe sous Emmanuel Macron qui finit d'ouvrir à la concurrence le transport de voyageurs, obligeant les régions à progressivement soumettre à des appels d'offres les TER, permettant ainsi à d'autres entreprises que la SNCF d'y faire rouler des trains. C'est d'ailleurs déjà le cas dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sur la ligne Marseille-Nice, opérée par l'entreprise privée Transdev. Mais le scandale de l'ouverture à la concurrence, on en reparlera, donc abonnez-vous et mettez la cloche pour ne rien rater. Ce que nous montre ce rapide retour en arrière, c'est que la droite, la Macronie et le Parti socialiste ont tous les trois bien libéralisé le ferroviaire et détruit la SNCF. Et la région paye aujourd'hui ces 30 années de libéralisme effréné. Et pendant qu'Alain Rousset prétend engager un bras de fer avec l'État, il oublie de rappeler qu'en 2014, il était là, sur les bancs de l'Assemblée nationale, à voter la réforme du ferroviaire. C'est là toute l'hypocrisie de la majorité socialiste régionale qui prétend subir une situation dont elle ne serait absolument pas responsable, alors que son parti en est largement complice. Écoutez Renaud Lagrave se dédouaner sur les élus nationaux. Le président reçoit régulièrement des courriers des parlementaires pour demander qui une réouverture, qui des travaux, qui ceci, qui cela. C'est à eux de jouer là maintenant. La loi cadre, le contrat de performance, c'est pas ici qu'on va le voter.
les décisions, elles sont à prendre au niveau national. Et que les parlementaires prennent leurs responsabilités. Moi, je ne peux pas écouter aujourd'hui les uns et les autres nous expliquer, nous donner des leçons de la part d'un certain nombre de parlementaires qui nous disent « il n'y a qu'à Faucon » et qui, au moment de voter le budget ou au moment de discuter de ces sujets-là, il n'y a plus personne. Les socialistes ont pris leurs responsabilités et ont choisi démocratiquement de ne pas voter cette motion de censure. Nous ne voterons pas les motions de censure. Quand on regarde ce que font les parlementaires socialistes à l'Assemblée nationale ces dernières années, ça transpire pas franchement le rapport de force avec la Macronie. Allez, petit quiz, est-ce que vous savez ce que contenait notamment le budget de François Bayrou que les socialistes ont laissé passer en ne censurant pas le gouvernement ? 2 milliards d'économies sur les collectivités territoriales. C'est précisément cet argent-là qui manque et que la région invoque pour justifier son désengagement des travaux d'urgence. En fait, pour bien comprendre la position du Parti Socialiste sur le sujet, le mieux, ce serait d'écouter directement leur dernier président, François Hollande. Parce qu'on l'a interrogé, avec Benoît, à Ussel, il y a presque un an, à l'occasion d'une manifestation pour la réouverture de la ligne Ussel-Clermont. On a eu une réforme ferroviaire en 2014 qui a reporté le financement des lignes de desserte fine sur les régions, quand vous étiez président à l'époque. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même le rôle des régions de financer des lignes qui ont bien sûr un impact sur l'ensemble du pays, mais qui ont surtout une influence sur les trafics et les circulations dans les régions concernées. Donc les trains impactent les transports régionaux. Bon là je pense qu'on peut être à peu près d'accord. On considère que c'est aux régions de financer cette partie du réseau, alors que c'est un réseau ferré, mais si on prend le réseau d'électricité, demain on va dire que c'est à l'État, aux régions de financer le réseau électrique, par exemple, et donc on se retrouve dans les mêmes problématiques et on va plus avoir d'électricité en Limousin. Oui, mais c'est pas tout à fait comparable, c'est-à-dire que l'électricité elle vient de partout. Elle vient de partout. Et les trains aussi viennent de partout. Oui, mais là c'est pas une électricité régionale qui fonctionnerait que pour les personnes qui vivent sur le territoire. Ce qui aurait été souhaitable, c'est que l'État fasse la réhabilitation des lignes et transfère aux régions. Bon, ça aurait été sans doute le meilleur des scénarios. Attendez, il y a un truc qui m'échappe là. François Hollande, il était président 5 ans. Il avait la majorité socialiste. Il avait la majorité au Sénat pendant 2 ans. La région Aquitaine et la région Limousin étaient dirigées par les socialistes. Et c'était peut-être à ce moment-là qu'il fallait faire voter du budget pour rénover les lignes de train. Peut-être. Allez, on passe à autre chose. Jusque-là, on parle beaucoup de la droite, des socialistes et de la Macronie parce qu'ils ont été au pouvoir ces 40 dernières années et qu'ils sont les artisans de la libéralisation du ferroviaire et de la destruction du service public. Mais ça vaut quand même le coup de regarder un peu ce que dit l'extrême droite en matière de ferroviaire. Parce qu'à la région Nouvelle-Aquitaine, il y a des élus du Rassemblement national qui aimeraient bien passer pour les défenseurs des petites lignes. Depuis 10 ans et la fusion des régions, le Limousin ne cesse de décrocher. Et le cas du ferroviaire est l'un des symptômes les plus puissants. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un service ferroviaire plus développé et plus performant permettant de désenclaver Limoges ? Non. Concrètement, on ne peut pas prendre le train entre Limoges et Angoulême car la ligne est fermée depuis 2018 et elle n'est pas près de réouvrir. Concrètement, on ne peut pas prendre le train entre Saint-Thierry-la-Perche et Objat car la ligne est aussi fermée. En écoutant cet élu du Rassemblement national, on pourrait presque dire que les fachos défendent vraiment les petites lignes de train. Sauf qu'il suffit de pas longtemps pour avoir la preuve que ce qui les intéresse vraiment, c'est de mener une politique de discrimination, une politique raciste et xénophobe, qui viserait par exemple à retirer la carte solidaire à toutes les personnes qu'ils trouvent pas assez blanches ou pas assez françaises. Et au passage, moi je me méfierais d'un parti fondé notamment par d'anciens SS et qui vous promet de remettre plus de trains sur les rails. On sait à quoi il servait quand l'extrême droite était au pouvoir entre 40 et 44. Nul doute que les lignes de train qu'on défend aujourd'hui, si l'extrême droite venait au pouvoir, on n'hésiterait pas à les faire sauter. Il s'agirait de ne pas leur fournir les moyens d'un nouveau génocide. Bon, on est peut-être parti un peu loin là, mais ça permet au moins de rappeler ce qu'est l'extrême droite et quel est vraiment leur projet politique. Bon alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui à Limoges il y a une manifestation pour demander justement la réouverture des petites lignes et leur défense. Ça s'appelle la colère des sans-trains, donc on va en profiter.
On va aller poser nos petites questions. La loi cadre, elle n'est pas là pour sauver les petites lignes. D'ailleurs, elle peut être l'inverse, mais c'est tout le sens de la mobilisation d'aujourd'hui. C'est qu'une loi, à partir du moment où elle est discutée, elle a un certain nombre de cadres ou d'orientations, et c'est bien ça sur ça qu'il faut influer, y compris convaincre les élus politiques qu'elle aille plutôt dans la bonne direction, la direction de financement des petites lignes, de réouverture de lignes, de financement de l'infrastructure d'une manière générale, et notamment de ne pas accélérer le désengagement de l'État. Donc c'est une loi cadre, et ça porte bien son nom, ça donne un certain nombre de principes, mais c'est pas ça qui va donner le fondement du financement du ferroviaire par exemple. Nous, tous les ans, au moment du projet de loi de finances, on propose plusieurs milliards pour le rail parce que c'est bien des milliards qu'il nous faudrait en France et c'est un véritable besoin, besoin pour retrouver déjà le sens du service public parce que le service public, c'est censé être un service qui dessert équitablement l'ensemble des territoires et pas sur des raisons de comptabilité, de rentabilité. Ne serait-ce qu'en Limousin, il a été évalué qu'il nous manquerait plus d'1 milliard en réalité pour que ce qui existe déjà fonctionne correctement. Et tous les ans, malheureusement, au moment du projet de loi de finances, vous connaissez la chanson à l'Assemblée nationale, ce sont des 49.3 qui passent. Aujourd'hui, on voit que la négociation avec les macronistes, elle est très compliquée, voire elle ne fonctionne absolument pas. Et en fait, on négocie malheureusement des toutes petites parts qui ne suffisent plus parce qu'on a des services publics qui suffoquent. Ce ne sont pas quelques millions par-ci par-là qui vont permettre de maintenir un rail fonctionnel et qui vont permettre de revitaliser l'hôpital, pour prendre un autre exemple de service public. C'est l'ensemble de la politique gouvernementale qui doit être remise en question. Emmanuel Macron est bien sûr le premier problème d'ailleurs démocratique de ce pays et le problème qu'il a été mis là justement pour défendre ce projet de privatisation, libéralisation à outrance qui crée autant d'inégalités sur nos territoires. Ici, en Limousin, c'est la catastrophe annoncée, c'est-à-dire que toutes les lignes sont menacées à plus ou moins long terme, enfin c'est plutôt du court ou du moyen terme, c'est même pas du long terme, parce que défaut de rénovation, d'entretien, de machines, que ce soit les lignes structurantes ou les autres lignes. Donc moi j'ai porté cette motion en disant il faut qu'on mette la pression sur l'État pour absolument mettre l'argent. Et j'ai demandé aussi qu'on requalifie la ligne Bordeaux-Lyon par le Massif central, donc par Limoges ou par Tulle, les deux lignes qui existaient, et donc les requalifier en lignes structurantes. Donc c'est le jargon SNCF et de l'État, à dire c'est le niveau au-dessus. Ça a été refusé par la majorité, donc la majorité, je rappelle, c'est les socialistes, le PC. Ils font un discours comme quoi ils veulent soutenir les lignes ici. D'ailleurs, ils sont là aujourd'hui dans cette manifestation. Mais en réalité, à la région, ils votent pour la LGV et contre les lignes de Limousin. Puisque la région dit la LGV, c'est dans notre compétence, et qu'elle dit les lignes du Limousin, c'est pas dans notre compétence. Donc c'est 2 poids 2 mesures. Les deux, alors soit les deux sont pas dans la compétence de la région, c'est l'État, soit les deux sont dans la compétence de la région, et il faut faire un choix. Et le choix, il est politique, il n'est pas financier.